Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Arrivée du président de la République fédérale de la Somalie à Djibouti ce soir. Toujours dans l'actualité nationale, la célébration de la journée internationale des jeunes filles. Aux nouvelles mondiales à présent au Moyen-Orient, poursuite de bombardements contre la résistance de Hezbollah et de Hamas. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans le titre, le président de la République fédérale de la Somalie, son Excellence M. Hassan Sheikh Mohamud, a atterri ce soir à Djibouti pour une visite de travail de haut niveau. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, il a été accueilli avec tous les honneurs par le Premier ministre de la République de Djibouti, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des relations diplomatiques entre les deux nations frères de la Corne de l'Afrique. Le séjour actuel du chef de l'État somalien à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'une tournée entamée 2 jours auparavant qui effectue auprès des pays contributeurs de l'ATMIS, la force africaine de transition en Somalie. Cette visite intervient dans un contexte régional complexe où les deux pays collaborent sur plusieurs dossiers importants, notamment la sécurité, le maintien de la paix et la stabilité régionale. La Somalie, qui est en pleine phase de reconstruction après des décennies de conflits, trouve en Djibouti un partenaire essentiel pour la stabilisation et le développement. Djibouti, de son côté, s'efforce de maintenir son rôle de médiateur et de moteur de la coopération régionale. Le ministre, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a pris part à la 35e session du Conseil des ministres arabes chargé des affaires environnementales qui s'est tenue le 17 octobre 2024 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le ministre était accompagné de M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique au ministère de l'Environnement et du Développement durable, et de M. Miad, consul de Djibouti à Jeddah. L'objectif de cette réunion était d'aborder plusieurs défis environnementaux, notamment des solutions fondées sur la nature, les décisions prises lors des sessions précédentes, les accords internationaux sur l'environnement, la coopération arabe dans les domaines de la désertification, de la biodiversité et des enjeux climatiques. Dans son discours, le ministre a affirmé que la République de Djibouti est confrontée à de nombreux problèmes environnementaux. Djibouti est particulièrement exposé aux événements climatiques extrêmes en raison de facteurs géographiques, de la fragilité de son environnement naturel et de son climat aride, ce qui constitue une menace réelle pour les communautés et l'économie du pays. Communiqué qui nous est parvenu de la Direction générale du domaine et de la conservation foncière qui informe aux bénéficiaires concernés que les mesures suivantes seront prises pour les dossiers se trouvant dans une situation d'impayé au niveau de la Direction des domaines. Pour les notifications de paiement délivrées avant le 1er septembre 2024 ne sont plus acceptées et sont annulées. Pour les notifications de paiement délivrées à compter du 5 août 2024, les bénéficiaires doivent s'acquitter l'ensemble des frais relatifs à l'acquisition de la parcelle de terrain avant le 27 novembre 2024. Pour le cas d'impayés de frais d'enregistrement et de coûts relatifs aux voiries et réseaux divers VRD, les bénéficiaires doivent payer l'intégralité de ce frais avant le 27 novembre 2024. Pour le cas d'échéance de paiement d'une année, les bénéficiaires doivent s'acquitter le reste des frais restants avant le 27 novembre 2024. Je vous le disais dans le titre, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé une cérémonie festive à l'école d'Enguela ce 20 octobre 2024 à l'occasion de la Journée internationale de la fille, une journée qui a été déclarée le 19 décembre 2011 par l'Assemblée générale des Nations unies par la résolution 66-170.
Cette journée vise à reconnaître les droits des filles et à mettre en lumière les obstacles particuliers auxquels elles font face à travers le monde. Le thème retenu pour cette année est la vision de la jeune fille à l'avenir, un choix qui souligne l'importance de l'éducation et de l'autonomisation des filles. Parmi les personnalités présentes figuraient M. Abdi Deril, directeur général de l'éducation, Mme Marianne Mahmoud Issa, responsable du genre en Menfop, et de Mme Sayaka, chef de section éducation à l'UNICEF. La journée a été riche en événements avec des élèves déguisés en professionnels tels que médecins, avocats et gendarmes, illustrant leur inspiration future. Mme Marine a profité de cette occasion pour souligner l'importance de cette journée, évoquant les initiatives mises en place pour lutter contre le décrochage scolaire des filles, notamment la distribution des kits d'hygiène. Mme Lula, directrice des enseignants, a également contribué à la célébration en apportant un cadeau sous forme d'un tableau invitant les élèves à décrire ce qu'ils représentaient, stimulant ainsi leur créativité et leur réflexion sur l'avenir. Pour l'équipe de l'UNICEF, Mme Hassana Abdullah Ali, chargée de programme, a remercié tous les participants. Cette célébration a non seulement renforcé la sensibilisation sur les droits des filles, mais aussi inspiré les jeunes élèves à envisager un avenir radieux rempli de possibilités. Autre actualité de ce journal, le 19 octobre 2024, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la direction de la police nationale a organisé la finale du tournoi d'été de football au profit des jeunes de la caserne de la police. Cet événement a rassemblé de nombreux passionnés du sport et de loisirs qui visait à accompagner les jeunes à travers des activités physiques pour lutter contre l'obésité tout en renforçant les liens entre les membres de la communauté. Les deux équipes finalistes, FC Kahin et FC Police, se sont affrontées dans un match intense marqué par l'engagement et le fair play. Ce tournoi, qui s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à promouvoir la cohésion sociale et le développement de la jeunesse, a connu un grand succès grâce à l'implication des organisateurs et des participants. Lors de la remise des trophées en présence du colonel Mahdi Aden Farah et chef du cabinet colonel Elmi Daher Miguel, du colonel Omar Hassan, directeur de la sécurité publique, et des officiels de la police, ainsi que la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat du MJC et plusieurs autres personnalités. Ont félicité toutes les équipes participantes pour leur engagement et leurs compétences. Des récompenses spéciales ont également été attribuées aux meilleurs joueurs du tournoi, soulignant la qualité du talent de ces jeunes. En conclusion, cette édition 2024 du tournoi de football d'été de la police nationale restera gravée dans les mémoires des jeunes pour la qualité de ces matchs et la passion des participants. Le football, une fois de plus, s'est révélé être un formidable vecteur de cohésion sociale. Voici la réaction à présent un des jeunes participants à ce tournoi de football de la police nationale. Je m'appelle Hamza Jam Aouaïs et aujourd'hui je fais partie de l'équipe qui a gagné cette finale, cette compétition de Coupe TT qui s'est bien clôturée. Et aujourd'hui j'ai dit que nous sommes vraiment contents et nous remercions à toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin pour organiser cette compétition. Je remercie également le directeur général de la police nationale, monsieur le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et ainsi que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo. Nous vous remercions et merci beaucoup de nous avoir organisé cette compétition. Et voilà, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Sport toujours, hier, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball a organisé la finale de Coupe Djibouti féminine 2024-2025 au gymnase du lycée d'État. Une rencontre qui a opposé les deux meilleures équipes, la gendarmerie et l'équipe de jeunes espoirs. Les tenants du titre ont triomphé d'une manière écrasante. La soirée a ensuite vu s'affronter les équipes de handball masculin avec un match très attendu entre la garde-côte et l'équipe de transit d'Ita dans une ambiance enflammée. La garde-côte a arraché la victoire avec un score serré de 34-32. Ces événements se sont déroulés en présence de nombreuses personnalités, notamment le colonel de la garde-côte djiboutienne, le colonel Aïs Omar Bogore, le directeur des sports, M. Abshir Ali Hassan, M. Ahmed Mohamed Tahir, le président de la Fédération djiboutienne de handball, ainsi que les officiers de la garde-côte, de la gendarmerie et d'autres représentants du monde du handball djiboutien. Ces victoires consécutives, notamment après le succès récent de la garde-côte, témoignent de la forme remarquable de l'équipe et du travail sérieux du colonel Waïs Omar Bogore et de ses dirigeants. Avec ses belles performances en poche, la saison 2024-2025 du championnat peut enfin débuter. La cérémonie s'est conclue par la remise des trophées aux vainqueurs de la Coupe de Djibouti, célébrant ainsi un événement mémorable pour le handball djiboutien.
C'est dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur des infrastructures routières urbaines de la ville de Djibouti que l'agence djiboutienne de routes a lancé aujourd'hui une vaste campagne d'enquête de trafic dans plusieurs zones à travers les 3 communes de la capitale. Cette campagne a pour objectif de recueillir des données précises sur les habitudes de déplacement, les flux de circulation et l'utilisation des infrastructures routières afin de mettre en place des solutions adaptées pour améliorer la mobilité urbaine. Ces enquêtes seront réalisées par des sociétés comme la société Retsi Associates en partenariat avec un groupe de bureaux d'études composé de ADL Consult, Study, TRT, Transport. Les travaux de l'enquête comprendront plusieurs volets, notamment enquête ménage, déplacement, comptage routier, enquête origine-destination, enquête sur le transport en commun et les taxis, enquête de stationnement, etc. Enfin, l'agence djiboutienne des routes appelle à la pleine coopération des citoyens et des usagers de la route pour faciliter le travail des enquêteurs qui sillonneront les zones concernées afin de collecter ces informations essentielles. Nos partenaires et les parties prenantes de ces projets à alerter de la police nationale d'y accompagner les enquêteurs afin de mieux mener ces projets qui est très important pour la ville de Djibouti et qui est tant attendu par la population. Direction Obok à présent, où la 3e mission de suivi-évaluation des projets subventionnés s'est tenue avec succès dans la région d'Obok au conseil régional, marquant une étape importante dans la mise en œuvre du projet de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, exécuté par l'AMF et financé par l'Union européenne. Cette mission vise à évaluer les progrès des projets locaux et à renforcer les capacités des associations bénéficiaires, notamment l'association Ubuki, qui a reçu des équipements essentiels pour poursuivre ses actions sur le terrain. La cérémonie des remises d'équipements a réuni plusieurs acteurs clés du développement local, notamment le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed, la représentante du ministère de la décentralisation, Mme Fatouma Youssouf Abdallah, le secrétaire permanent de l'ANCLD, M. Ali Aden, ainsi que les membres de l'association Ubuki et l'équipe de gestion du projet. Dans le cadre de cette mission, l'association, qui œuvre pour le développement communautaire et la gestion durable des ressources à Obok, a bénéficié de la remise d'équipements indispensables à la poursuite de ses activités. Ces équipements composés d'outils d'information et de matériel bureautique permettront à l'association d'améliorer ses capacités opérationnelles et d'intensifier ses efforts en faveur du développement local de la région. De mieux comprendre vos besoins et d'évaluer l'impact des équipements que nous allons remettre à votre association Oboki pour soutenir vos activités et vous aider à atteindre vos objectifs. On écoute le secrétaire permanent de l'ANCLD, M. Ali Aden Roufa. Cette démarche qui reflète l'engagement conjoint de nos institutions, AMF, ANCLD et de la société civile, est avant tout un témoignage de notre volonté collective de promouvoir le développement durable et inclusif au niveau local. Le suivi et l'évaluation sont des étapes essentielles dans le cycle de tout projet. Elles permettent non seulement de mesurer les progrès réalisés, mais aussi d'identifier les défis rencontrés et les axes d'amélioration à mi-chemin. L'objectif ici est de s'assurer que les projets financés atteignent les résultats attendus et bénéficient pleinement aux communautés locales qui sont au cœur de notre action. Ce moment aussi est une occasion précieuse pour écouter vos retours, ajuster nos approches si nécessaire et nous assurer que l'impact des projets soit pérenne et bénéfique sur le long terme. Chaque association que nous accompagnons joue un rôle fondamental dans le développement de la région. Leur engagement, leur expertise de terrain et leur proximité avec les populations en font des acteurs incontournables pour relever les défis locaux. En tant que partenaire, il est donc de notre responsabilité commune de veiller à ce que ces initiatives soient soutenues de manière efficace et pertinente. Dans le cadre de cette mission, nous avons également le plaisir de procéder à la remise d'équipements destinés aux organisations de la société civile bénéficiaires de subventions. Ces équipements ont été choisis avec soin en tenant compte des besoins spécifiques exprimés par chaque organisation. Ils sont plus qu'un simple apport matériel. Ils constituent un levier indispensable pour améliorer vos capacités opérationnelles, renforcer vos interventions sur le terrain et accroître l'impact de vos actions. Nous savons tous à quel point les ressources et les moyens techniques sont essentiels pour mener à bien vos projets.
Monsieur Mohamed Hamed, président du conseil régional d'Obok, a félicité l'AMF et l'ANCLD pour leur engagement. Ces projets que l'AIMF, que l'association OPKI plutôt, a pu obtenir sur un projet de l'AIMF avec l'appui de la NCLD sur le financement de l'Union européenne. Ces projets s'intitulent Un peu de lumière à Andoli. Il était question de solariser sans ménage. Voilà, sans ménage pour la communauté des Andoli. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement donc à la fin du projet. Ce sera l'occasion pour chacun de nous d'apprécier un peu le bilan, donc où est-ce que nous en sommes, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas pu fonctionner, et les retouches qu'il faudra y apporter. Mais donc d'ores et déjà, je voudrais dire un grand bravo à l'association OPKI pour ce projet donc, important pour notre communauté. C'est un projet que nous voulons voir faire également dans d'autres localités comme Alel Dada ou autres aussi, Dadato et même Adgeno. Et c'est un projet, je le rappelle, qui a été mis en place par l'AIMF avec l'appui de la NCLD et sur le financement de l'Union européenne. Au moment où on en parle aujourd'hui, je crois que 80 ménages ont été connectés, donc on peut avoir ce projet. Il doit rester une vingtaine. Ça va donc s'enchaîner. Aujourd'hui, les membres que vous êtes auront l'occasion d'apprécier un peu voilà, ce qui s'est fait, et donc à quel niveau nous en sommes. Et demain, donc, l'équipe partira sur Andoli pour également donc, avoir une rencontre avec la communauté et puis donc remettre également les équipements. C'est ça. Hein? Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Ali Roufa, qui est secrétaire permanent de la NCLD. Et après lui, ce sera au tour de Mlle Fatouma Youssouf Abdallah, donc représentant des ministères également, de dire un mot. Et par la suite, ce sera Mme Hasna, la présidente de l'association des... Au Nouvelle mondiale à présent, je vous le disais dans les titres, avec le renouvellement des frappes israéliennes à l'aube sur la banlieue sud de Beyrouth. De violents affrontements ont éclaté dans la ville frontalière d'Aït al-Shab, située dans le sud du Liban. L'aviation israélienne a également bombardé des dizaines de localités dans le sud, selon l'Agence nationale d'information libanaise. De son côté, l'armée israélienne a annoncé ce dimanche avoir frappé un centre de renseignement du Hezbollah et un atelier souterrain de production d'armes à Beyrouth, selon ses déclarations. Parallèlement, l'armée israélienne a rapporté avoir détecté environ 70 projectiles tirés depuis le Liban vers l'État hébreu en quelques minutes, précisant que son système de défense aérienne en avait intercepté certains. D'autre part, le ministère de la Santé à Gaza a déclaré qu'au 380e jour de l'agression contre Gaza, l'occupation israélienne avait commis 7 massacres dans la bande de Gaza, faisant 84 martyrs et 158 blessés arrivés dans les hôpitaux au cours de 24 dernières heures. Cela se poursuit alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations d'exterminer dans le nord de la bande de Gaza, bombardant et incendiant des zones résidentielles entières dans le camp et la ville de Jabalia, ainsi que dans les localités de Beit el-Lahia et Beit el-Hanoun. Autre actualité internationale, les BRICS servent de plateforme pour faire entendre la voix d'un plus grand nombre de pays. Les détails avec ma collègue Fardus. Contrepoint à l'ordre mondial, les BRICS servent de plateforme pour faire entendre la voix d'un plus grand nombre de pays, tandis que leur récente expansion aide à contrer l'ordre mondial souvent dominé par l'Occident. Le forum des groupes de réflexion du Sud, organisé conjointement par le département international du comité du Parti communiste chinois, le PCC et le China Media Group, a invité des représentants de 40 groupes de réflexion des pays du Sud à discuter de l'avenir du développement mondial à une époque de grands changements et de turbulences. Le forum s'est tenu juste avant le sommet annuel des BRICS qui doit avoir lieu à Kazan en Russie du 22 au 24 de ce mois. Il réunira les dirigeants d'organisations des BRICS qui comprenaient initialement les 6 économies de marché émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
avant de s'élargir plus tôt cette année à 5 nouveaux membres dont l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Éthiopie. Le prochain sommet sera le premier à se tenir depuis l'élargissement du groupe et nombreux sont ceux qui pensent que la croissance de l'organisation permettra à un plus grand nombre de pays de faire entendre leur voix sur la scène internationale. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite de programme sur Télé Djibouti.